Voilà, cadeau de Noël. Merci. Sinon, il y a aussi les boules. Hello, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après avoir terminé notre première grosse partie sur l'apprentissage de Python et notamment la découverte de librairies dédiées à l'analyse et à la visualisation de données. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à des thématiques plus intéressantes qui vont nous amener à la croisée des mondes entre les sciences du sport et les sciences des données. Et la thématique de cette première vidéo va être les tendances ou encore comment représenter le contexte. Donc nous voici dans notre script, j'ai fait une petite introduction et donc comme je le disais avant, les tendances ou la représentation du contexte. Pourquoi la représentation du contexte? Eh bien quand on récolte des données dans le temps, regarder les valeurs brutes de ces données va nous donner finalement une information assez peu pertinente si on veut savoir où en sont nos sportifs à un moment T. Donc une tendance, qu'est-ce que c'est? La tendance, c'est donc une méthode de calcul qui est réalisée sur des séries temporelles. Maintenant, qu'est-ce qu'une série temporelle? Eh bien, c'est tout simplement la collecte de données qui est effectuée dans le temps à une même fréquence. C'est-à-dire, par exemple, je vais récolter de ma donnée tous les jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, etc. Et donc, le calcul de cette tendance sur cette série temporelle va nous permettre de la décrire sur son évolution, savoir si elle va à la hausse ou à la baisse. Et donc on le verra selon certains paramètres, on va être sur une forme de lissage qui va être faite sur le court, moyen ou long terme. Comme je le disais juste avant, et en d'autres mots pour faire un résumé, la tendance permet de lisser notre collecte de données brutes dans le temps, ou ces données brutes qui sont communément appelées le signal brut. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va aller chercher les librairies qui nous intéressent. Donc on va prendre Panda, on va prendre NumPy et on va prendre Plotly GraphObjects pour la représentation graphique. Et maintenant, il va nous falloir des données. Et bien, pour ces données, je vais aller lire le fichier CSV que j'ai ici dans mon dossier. Donc, le fichier data.csv. Donc, ce fichier, on le connaît, on l'a vu pour ceux qui ont suivi les tutos. C'est un fichier qui contient des valeurs subjectives en réponse à des questionnaires. Ici, je vous épargne l'écriture du code, je suis juste allé chercher le sportif qui a eu le plus d'entrées pour avoir le plus de données. Donc j'ai pris le sportif 26, je me suis assuré de supprimer les dupliqués sur la date et j'ai remis en ordre les index. Nos données brutes, on va les représenter pour voir à quoi ça ressemble. Donc il y a beaucoup de parties où je vais vous épargner l'écriture du code, je ferai juste des copier-coller puis j'expliquerai rapidement ce que j'ai fait. On va faire une représentation en barre avec les dates de séance en X et en Y, on va prendre la fatigue. Je choisis de colorer en rouge les barres où la valeur de saisie de fatigue est égale à 3.9 et pour les autres en gris, vous comprendrez pourquoi. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de saisies et j'ai fait ressortir en rouge les saisies de 3.9. Pourquoi j'ai fait ressortir ces saisies à 3.9? Eh bien on voit ici que 3.9 ressort 3 fois. Et avec les différentes méthodes qu'on va explorer, je veux montrer que cette valeur de 3.9 va avoir un impact différent en fonction du contexte. C'est-à-dire où en est notre sportif à ce moment-là et finalement à ce moment-là. Et donc, pour connaître cet état de notre sportif, on va vouloir suivre l'évolution de nos données au fur et à mesure du temps. Donc, explorons plusieurs possibilités. En premier, voyons la différence. Donc, la différence avec la saisie de la veille ou du dernier entraînement. On pourrait se créer une valeur fatigue diff qui serait donc égale à simplement la valeur de la fatigue avec la différence de la dernière entraînement. Maintenant, représentons cette différence. Donc, on reprend le même graphe qu'au-dessus. À la différence, c'est qu'en Y, j'ai placé cette différence qu'on vient de calculer. J'ai gardé la coloration du 3.9. Donc là, on se retrouve avec des valeurs négatives et positives. Et on voit déjà que nos 3.9 juste ici, eh bien, il y en a un qui est positif et il y en a un qui est négatif. Ce qui signifie juste que la valeur de la veille était plus basse ici et ici, la valeur de la veille était plus haute. Maintenant qu'on a calculé cette différence, est-ce qu'on ne calculerait pas le pourcentage de différence? On va encore se créer une variable qu'on va nommer fatigue PCT et on va arrondir le pourcentage de différence de notre fatigue, donc des saisies de fatigue. Je multiplie par 100 pour avoir des valeurs entre 0 et 100 et j'arrondis à 0. À nouveau, je représente ce pourcentage de différence. Vous voyez que l'étendue de chaque barre a légèrement changé avec celle du dessus. Et finalement, ce calcul de différence, ça va nous donner juste des informations supplémentaires, disons brutes. À aucun moment ici, j'ai une information de contexte ou de savoir où en est mon sportif à un moment T. Et c'est donc maintenant qu'on y vient
au calcul de la tendance et on va explorer différentes méthodes de calcul pour finalement trouver celle qui nous permettra de représenter la tendance et donc le contexte au mieux. Et donc la première méthode qu'on va explorer, ça va être une méthode cumulative. On va se créer une variable qu'on va appeler fatigue cumul. Ça va donc être les saisies de fatigue qu'on va faire en expanding pour avoir du cumul, et on serait tenté d'aller faire une moyenne cumulative, mais n'oublions pas que nous sommes sur des marqueurs subjectifs, donc on ne peut pas appliquer de moyenne bien que ce soit des valeurs chiffrées, et on va plutôt aller chercher une médiane, donc on va passer ici par la méthode quantile.5. Représentons nos saisies brutes et cette fatigue cumulative. Vous voyez ici que j'ai repris les mêmes graphes et juste ajouté une trace qui est une ligne, donc qui correspond bien à nos valeurs cumulatives de la fatigue. Donc comme on voit, on a une courbe qui a tendance à être plutôt stable dans le temps. Bien ça s'explique parce qu'on est sur une méthode cumulative, donc expanding sur une fenêtre qui fait que s'agrandir. Or, on le sait, quand on entraîne, tous les effets de nos efforts ont tendance à s'estomper dans le temps. C'est-à-dire que ce qui a fait il y a plus longtemps a tendance donc à s'effacer, et donc faire du cumulatif sur une fenêtre qui ne fait que grandir aura tendance à biaiser la tendance, comme on le voit ici, avec des valeurs relativement stables. Donc finalement, il vaut mieux s'intéresser à une fenêtre glissante. On va voir dans un premier temps une fenêtre glissante arithmétique. À nouveau, on se crée une variable fatigue qu'on va appeler art.arithmétique. Sur mes valeurs de fatigue, cette fois-ci, je vais faire un rolling, et faisons-le, disons, sur 4 semaines, 28 jours, et toujours sur une médiane. On représente encore une fois. Donc ici, la différence, on le voit bien, j'ai une courbe qui va à la hausse et à la baisse. Avec cette méthode de calcul glissante, on a une tendance qui va plutôt être sensible aux variations, et donc finalement mieux nous représenter le contexte où en est notre sportif. Et il y a encore une autre méthode sur une fenêtre glissante qui est intéressante, c'est la fonction exponentielle. C'est-à-dire que arithmétique, on était sur une fenêtre ici de 28 jours, donc les 28 valeurs prises dans cette fenêtre avaient le même poids dans le calcul. Ici, l'exponentielle, on va aussi définir une fenêtre de 28 jours, mais les dernières entrées auront plus de poids dans la méthode de calcul, qui finalement représente au mieux les efforts et les effets de notre entraînement, car ce qui a été fait en dernier aura plus d'impact sur nos capacités d'entraînement. Et donc pour ceux qui avaient suivi le tuto, on l'a vu avec Pandas, exponentielle, il y a deux méthodes. Il y a la méthode brute et la méthode sur le cours. Donc brute, cela veut dire qu'elle va prendre la dernière entrée et faire ce lissage exponentiel, ce qui a finalement assez peu d'impact avec la statistique choisie sur cette méthode glissante exponentielle. Et il y a la méthode sur le cours, qui elle prend en entrée donc une fenêtre glissante et qui effectuera le calcul exponentiel qu'on aura souhaité. Et donc cette méthode sur le cours, on le verra, permet de mieux lisser la courbe. Pour cela, on va recréer deux variables qu'on va appeler EWB pour brut. J'appelle ma fatigue. Je vais faire un rolling sur juste un jour pour que ce soit bien une entrée qui soit prise et la dernière entrée. On prend un quantile.5 et EWM span de 28 jours et on n'oublie pas min. Et celle pour le cours, je reprends la même formule, on va juste mettre un C ici, et ici le rolling va être de 28 jours. On peut donc visualiser ces deux tendances, donc j'ai toujours mes valeurs brutes en barre, et j'ai mes tendances, donc la rouge faite sur la méthode brute, et la verte avec la méthode sur le cours. Et on voit bien, comme j'ai mentionné, la tendance verte a tendance à être davantage lissée. On peut le voir ici en enlevant les barres, ma tendance verte est davantage, et elle suit les mêmes variations que celle faite sur le brut. Donc maintenant qu'on a trouvé la bonne méthode de calcul pour représenter notre contexte et donc avoir l'information de où en est notre sportif à un moment T, on va s'intéresser aux variations. C'est-à-dire à quel niveau à partir de la tendance on peut déterminer des zones de stimulation à la hausse, au maintien ou à la baisse. On pourrait tout simplement déjà calculer la différence à la tendance. On va à nouveau se créer une variable fatigue diff tendance et donc ça va être égal à la valeur de la fatigue moins la valeur de la tendance faite donc sur le cours. On va représenter. Donc on se retrouve à nouveau avec un type de graphe qu'on avait vu au début de la vidéo. Et ici, vous voyez, déjà, les valeurs 3.9 ne se retrouvent pas au même endroit par rapport à ma tendance. Un coup, elle est en dessous, un coup, elle est au-dessus. Donc on pourrait déjà dire que nos valeurs 3.9, on les a contextualisées. Donc maintenant, sur ce graphe, on pourrait
essayer de borner des zones pour définir des zones de stimulation. Donc je vous ai épargné le code encore une fois ici, c'est très simple, en fait j'ai créé des valeurs sur toute la colonne qui vont me permettre de tracer des lignes sur le graphe juste après. Et donc le code ici, vous voyez j'ai ajouté ici une boucle qui va venir itérer toutes mes zones ici et rajouter une ligne avec une couleur qui correspondra à chaque valeur. Et donc ici on retrouve toujours nos valeurs en barre qui correspondent à l'écart de la valeur brute avec la tendance, et ici on aurait déterminé des zones, donc par exemple une zone verte ici qui serait neutre, une zone jaune qui va jusqu'à rouge pour signifier des niveaux de stimulation plus grands, et à l'inverse on va sur du bleu, violet et bleu ciel. Donc là on pourrait se dire bingo, j'ai ce qu'il me faut pour déterminer mes zones de variation par rapport à mon contexte. Et bien je dirais halte là, car finalement si on y réfléchit, un écart de 1 point sur une tendance qui a une valeur de 8 ou qui a une valeur de 4, ça n'aura pas le même impact. Donc il va falloir réfléchir autrement pour déterminer ces zones de variation. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas borner la tendance? C'est-à-dire calculer les valeurs min et max que prend la tendance dans le temps, comme avant, et si on voyait ça de façon cumulative. Donc on va aller chercher tendance de notre fatigue sur le cours, et on va aller faire comme on l'a fait précédemment, un expanding, et on va chercher la valeur minimale. Ici, je fais la même chose, mais je vais chercher la valeur maximale. Donc ici, je représente mes valeurs brutes, ma tendance et mes bornes. Et on se retrouve avec un tube, entre guillemets, ou un couloir qui va déterminer une zone à stimulation haute, de maintien, et sous la ligne bleue à la baisse. Cependant, je vous rappelle ce que j'ai nommé plus haut, quand on entraîne, ce qu'on a fait il y a plus longtemps aura tendance à davantage s'estomper ou s'effacer dans le temps. Ce qui signifie qu'ici, la méthode cumulative qu'on a utilisée, encore une fois, risque de biaiser nos informations et notre interprétation. Si on s'intéressait à la même chose, mais de façon glissante. Donc voici le code, on a cette fois-ci fait des calculs min-max glissants sur une période, disons, de 90 jours, et je me suis juste assuré d'avoir une entrée dès le départ pour m'éviter d'attendre 90 jours avant d'avoir mes bornes. Et donc là, la différence sur les glissants, c'est qu'on se retrouve avec un couloir qui va se resserrer, car il va prendre en compte les données du passé sur une fenêtre plus restreinte. Finalement, on va revenir, comme avec le calcul de la tendance, est-ce qu'on n'irait pas sur des variations exponentielles? Donc ici, j'ai fait une boucle pour aller calculer différentes valeurs de quantiles, donc 2, 4, 6, 8 et 5 pour notre tendance. Et ces quantiles 2, 4, 6 et 8 vont nous permettre de borner les zones de variation. On représente tout ça. Et donc j'ai bien en rose, ici en plus gros, ma tendance. Je vais la retirer pour voir le reste. Et ici, j'ai donc mes zones de variation qui vont fluctuer et donc suivre le contexte ou la capacité du moment. Et donc si je reprends mes valeurs 3.9, on voit qu'à deux moments dans le temps, bien que ce soit proche, ils ne sont pas sur le même niveau de variation. Ici, il est entre le vert et le bleu, et ici, il se retrouve juste au-dessus du jaune. Donc maintenant qu'on a réussi à représenter notre contexte et à borner convenablement les variations selon cette tendance, je vais juste amener sur une dernière notion qui est les effets immédiats et cumulés différés. Et pour cela, je vais refaire la même boucle que j'ai fait précédemment, sauf que la différence est que je l'ai fait sur une période de 7 jours au lieu de 28. Et donc je vais le représenter et je pense que vous allez tout de suite comprendre le concept d'effet immédiat versus différé. Donc ici, vous voyez que quand j'ai pris une fenêtre plus courte de 7 jours, les courbes sont beaucoup plus réactives et il y a beaucoup plus de variations. Donc quand on calcule une statistique exponentielle sur une fenêtre courte, on va avoir tendance à représenter des effets immédiats. Vous voyez, comme je l'ai nommé ici. Ici, j'ai la représentation de mes effets immédiats. A l'inverse d'une statistique exponentielle sur le long terme, va davantage lisser le signal comme on l'a vu, et donc représenter les effets différés et cumulés dans le temps. Et donc, quand on représente les deux, on va même pouvoir avoir de l'information sur les niveaux de variation sans vraiment borner des niveaux de variation. C'est-à-dire que quand les effets immédiats vont être au-dessus des effets différés, c'est qu'on va être sur des efforts à la hausse. Quand on passe en dessous, on va être sur des efforts à la baisse. Et vous voyez ici, j'ai des effets immédiats qui amènent vers une variation à la hausse, et vous voyez que ces effets différés sont assez bien représentés avec ma courbe verte, car elle va augmenter aussi, mais avec un léger décalage. Et quand mes effets immédiats redescendent, mes effets différés, donc en vert, vont également redescendre, mais avec un petit décalage. Et si je reprends ici mes deux valeurs 3.9, on voit que ici, mon 3.9 va amener plutôt des effets immédiats à la baisse, alors qu'ici, il va ramener des effets immédiats à la hausse. Donc ça, c'est une approche individuelle, mais qui pourrait fonctionner aussi pour une équipe. Il suffirait simplement d'agréger les données à chaque date pour avoir une valeur unique qui représente l'équipe. Mais on pourrait explorer aussi d'autres méthodes. Donc la première qui va être le boxplot et l'IQR, donc IQR pour Interquartile Range, donc la différence entre le Q3 et le Q1.
Alors pour cela, j'ai fait une liste de sportifs où je reprends les 20 sportifs qui ont le plus de saisies, je choisis ces sportifs, je m'assure de ne pas avoir dupliqué sur les dates, je remets les index en bon ordre et je garde simplement les 20 dernières entrées. Pour calculer l'IQR toujours sur la fatigue, je fais un group by par séance. Par séance, je vais me retrouver avec toutes les saisies de tous mes sportifs et j'applique transform pour créer une fonction rapide. Donc l'écart interquantile, pour rappel, c'est Q3 ou le quantile 75 moins le quantile 25 ou le Q1. À présent, je peux représenter tout ça avec un boxplot et l'IQR en courbe. Donc chaque boxplot représente une journée d'entraînement. À l'aide de ces boxplots, on peut se rendre compte de l'étendue des saisies sur une journée. On a également l'information de médiane ou autre qui pourrait représenter une valeur référence de chaque journée. Et donc ici en rouge, l'IQR va nous renseigner sur l'étendue des saisies à chaque journée. C'est-à-dire que plus les valeurs sont basses, donc plus la courbe va vers le bas, cela signifie qu'il y a moins de dispersion et que donc les saisies sont similaires entre les sportifs. A l'inverse, plus elle est haute, plus il y a d'étendue, plus les saisies ont tendance à être moins similaires. Maintenant, s'il y en a qui ont un côté un peu plus scientifique, on peut avoir une approche statistique. Donc on va voir dans un premier temps l'approche fréquentiste. Pour cela, on va aller chercher une nouvelle librairie, scipy.stats, et on va la nommer stats. Donc cette librairie scipy.stats, elle nous permet entre autres de réaliser des tests statistiques comme les plus connus, le t-test, Wilcoxon, etc. Alors pour réaliser cela, je vais mettre ma colonne sportif en index de mon dataset. Après cela, je vais copier une grosse boucle que je vais détailler. Je vais me créer une data frame vide. Je nomme juste un index 0 car il n'y aura qu'une seule ligne. Je récupère la date la plus ancienne dans mon jeu de données. Je vais itérer toutes les dates uniques de mon jeu de données sans prendre en compte la première. Je vais enregistrer deux sous-ensembles qui vont être la première date et la date suivante qui suit. Je les arrange pour que ces deux dates fassent deux colonnes dans une data frame. Je m'assure d'avoir des saisies sur ces deux dates pour le même sportif, pour avoir finalement deux échantillons à parier. Les sportifs qui n'auront qu'une seule série seront supprimés. Et par la suite, je vais réaliser un test de Wilcoxon. Le test de Wilcoxon permet de comparer deux échantillons à parier et de déterminer avec un certain degré de confiance si les valeurs sont semblables ou si les valeurs diffèrent. Et on va aussi comparer que si elles diffèrent, est-ce qu'elles diffèrent à la hausse chez un ou à la baisse chez l'autre. Alors, pourquoi un test de Wilcoxon? Pourquoi pas un test T? Parce qu'on est sur des valeurs subjectives, et à nouveau, même si elles sont représentées par des valeurs numériques, on ne peut pas réaliser un t-test, car le t-test est basé sur la moyenne des échantillons. Donc, vous voyez ici, dans ma boucle, j'ai aussi plusieurs conditions pour attribuer un signe de variation. Maintenant, ce dataset de résultats, je l'affiche, et comment le lire? Et bien ici, en chaque nom de colonne, je vais avoir la date d'entraînement, et je vais avoir un signe qui va m'indiquer si les saisies avaient tendance à être similaires à celles de la dernière saisie, supérieures ou inférieures. On le voit bien ici, si je vais sur le 30, donc qui correspond à celle-ci, oui, les étendues se ressemblent, donc on est sur quelque chose de relativement égal. Ici, quand je vais au 1er juillet, eh bien, on voit qu'on est largement au-dessus de celle qui date d'ici. Et j'ai bien ici un signe supérieur. Et la limite de cette méthode fréquentiste, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec des niveaux de variation, donc égal, supérieur ou inférieur, et il nous manquerait une information ou une valeur nous permettant d'appuyer le niveau de variation qu'on a déterminé. C'est pour cela qu'on va s'intéresser maintenant à la méthode bayésienne. Pour cela, on va utiliser un autre logiciel, on va aller sur JASP, et avant ça, je vais m'enregistrer un fichier CSV qui vont prendre juste deux dates pour l'exemple. Nous voici donc sur JASP. Donc JASP, c'est un logiciel qui est gratuitement téléchargeable et tout le back-end est codé en R. Et c'est donc un logiciel qui nous permet de réaliser différents travaux statistiques, comme vous voyez ici, par thématique. Alors tout d'abord, on va aller chercher le fichier qu'on a sauvegardé. C'est celui-ci, donc voilà à quoi il ressemble. Donc j'ai bien mes colonnes avec deux dates. Donc date plus 1 correspond à la date qui suit celle-ci. Ce sont donc des échantillons à parier, ce qui signifie qu'ici la ligne 1, ce sont les saisies du même sportif, en ligne 2, le même sportif, etc. On va aller maintenant ici dans t-test, Bayesian Paired Sample t-test. Alors ne vous fiez pas au nom t-test, vous allez voir pourquoi. Donc ici, je passe mes deux variables, et ici je vais aller dire que le t-test, c'est le nom un peu par défaut qui est fait avant de réaliser ce Bayesian, c'est le Wilcoxon comme on l'a vu précédemment. Donc quelques autres paramètres dans JASP, quand vous faites des statistiques bayésiennes, ici vous avez le base factor, vous voyez que par défaut, et on va regarder celui-là, le BF 1, 0. Donc 1 et 0 correspondent finalement au numéro d'hypothèse. Vous savez, il y a la H0 et la H1. Donc la H0, ça revient, et ici en statistique bayésienne, les hypothèses sont finalement les mêmes qu'en fréquentiste. C'est-à-dire que l'hypothèse 0
dit grossièrement, il ne se passe pas grand-chose entre ces deux échantillons, ils sont similaires. Et l'hypothèse 1 ou alternative, elle dit il y a finalement une différence. Et après, il faut creuser pour voir cette différence. Donc ici, vous voyez que l'alternative par défaut, c'est de dire qu'il y a une différence. Et ici, ce qu'on va regarder dans la table de mesure, c'est cette valeur de BF. Ça signifierait, si on veut traduire très simplement, il y a 279 chances de plus que ces deux échantillons soient différents, plutôt qu'ils soient similaires. Et maintenant, on peut aller tenter d'autres alternatives. Donc de dire que la date la plus ancienne avait des valeurs supérieures à la date la plus récente, on se retrouve avec 559 chances de plus de valider cette hypothèse. Et si on tente l'inverse, vous voyez qu'en c'est en dessous de 1, eh bien ça signifie que l'hypothèse 0 a pris le dessus. Et donc si on revient dans le script, ici j'avais pris le 2 juillet et le 1er juillet. Revenons à notre graphe. J'ai le 2 juillet, et effectivement, on voit bien que l'étendue des données au 2 juillet a tendance à être en dessous que l'étendue des saisies au 1er juillet. C'est donc sur ceci qu'on conclut cette première vidéo à la croisée des mondes entre les sciences du sport et les sciences des données. Donc vous voyez que les sciences des données, ce n'est pas seulement se mettre derrière un ordinateur et jurer que par des chiffres, c'est de réfléchir à l'aide des différentes méthodes statistiques et de calcul mathématique comment représenter finalement ce qui se passe sur le terrain dans mon entraînement. Si je devais résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment, il faut savoir appréhender ça. Si vous avez appréhendé ça, je pense que vous comprendrez beaucoup de choses. Donc pour ceux qui me connaissent ou qui connaissent la personne, moi je suis très sensible aux travaux de Stéphane Morin. Donc tout ce que je vous ai présenté là est beaucoup basé sur ses travaux. Donc je vous invite à aller voir les siens également. Lui, pour représenter la tendance, il parle également de réserve adaptative. Et comme je le disais, moi en fait, cette réserve adaptative, c'est ça, c'est votre contexte. C'est un peu votre capital entraînement qui va évoluer dans le temps. En fait, c'est la combinaison de toutes vos données brutes qui permettent de déterminer où vous en êtes et vers où vous pouvez aller. Et dernière chose, si vous voulez retrouver ce script, vous avez le lien dans la description. Il est sur mon GitHub. Il y aura toutes les références, il n'y aura juste pas le jeu de données. Vous pourrez l'appliquer sur vos données et même, petit spoiler, je pense que je vais faire une application où vous allez pouvoir glisser votre fichier Excel ou CSV. Vous allez faire 2-3 paramètres pour déterminer les colonnes qui vous intéressent et il y aura tout un tas de représentations graphiques qui automatiseront cette représentation du suivi longitudinal à l'aide des tendances, donc des effets immédiats et différés dans le temps. Donc sur ce, merci pour le visionnage et à bientôt. Bye.